Le contenu d'un atelier de menuiserie et celui d'une maison partie en fumée. L'incendie s'est produit à Yembeya, quartier situé dans la commune de Ratoma. Heureusement, il n'y a pas eu de morts ni de blessés, mais on note des dégâts matériels importants. Mariam Nabé. Résidus de porte-étole, restes d'habits et appareils électroménagers calcinés. C'est la conséquence d'un incendie survenu ce mardi dans une habitation à Yembeya, dans la commune de Ratoma. Nous, on était dans notre maison et directement, mon père il a crié à travers ce clavier public. Nous sommes venus jusqu'à là et nous avons trouvé, c'était un coup de secours. Et le feu a pris la menuiserie. Et à travers ce flamme, nous avons vu qu'on ne pouvait pas éteindre le feu. On a essayé à travers la boue, à travers l'eau, on a essayé, ça n'a pas pu éteindre. Et puis directement, ça a attaqué le manguier. Et directement, on a vu que ça a pris la maison aussi. Des chambres décoiffées par le feu, un court-circuit en est la cause. Heureusement, le bilan s'arrête aux dégâts matériels. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Une dizaine coupé un fil débranché. J'ai éteint le disjoncteur et tout débranché avant de sortir de l'atelier. J'ai perdu au moins 15 millions, une somme qui devrait servir à faire 21 portes, des armoires, des lits et bibliothèques. C'est le voisinage qui s'est mobilisé pour éteindre le feu, car les services de secours sont arrivés en retard. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers qui sont venus après que les voisins aient fini d'éteindre le feu. Je ne ferai que dire à l'État et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Les incendies sont en partie raison de nombreuses mortalités. Le phénomène dû sans doute aux mauvaises installations et pas seulement la forte intensité du courant électrique. Jadis sans papier, malien fuyant les contrôles de police, Lansana Bathily, 25 ans, est depuis un an le héros de l'hyper caché, devant qui ont déroulé le tapis rouge, une nouvelle vie qu'il raconte dans un livre publié mercredi. Suivez. Depuis quelques jours, Lansana Bathily enchaîne les interviews pour la promotion de son livre sur la sanglante prise d'otage de l'hypercachère. C'était il y a un an. Ce vendredi 9 janvier 2015, Lansana, manutentionnaire du magasin, cache des clients dans cette chambre froide au sous-sol de l'hypercachère. Un geste qui, dès le lendemain du drame, fait de lui un héros national. Au lendemain, je vois les réseaux sociaux, journal, radio, tout le monde parle de moi. Lansana Bathily, il a fait quelque chose d'extraordinaire et c'est un héros. Des jours après, j'ai dit non. Moi, je ne suis pas un héros, j'ai fait quelque chose qu'il fallait. Je ne suis pas un héros, le titre de son livre. Depuis janvier, tout s'est enchaîné. Sa naturalisation d'abord, lui, l'ex-sans-papier malien, puis son retour auréolé de gloire au Mali. Il en était parti à 16 ans pour tenter sa chance à Paris. Et voilà que le 13 novembre, la mort frappe à nouveau près de lui. Lansana Bathily habite à quelques mètres seulement du Bataclan. Franchement, j'étais pas loin. J'étais presque 500 mètres, même pas, non, 300 mètres des lieux d'attaque. Je vois tout le monde qui courait, ils disent courir, c'est une attaque. Moi, je n'arrive pas compris. Après, j'ai couru avec tout le monde. J'étais coincé sur le quartier jusqu'à 5 heures, je ne pourrais pas rentrer chez moi. La semaine suivante, c'est l'hôtel de Bamako, où il a séjourné quelques mois auparavant, qui est attaqué. Lansana tente malgré tout de garder la tête froide. Dans mon esprit, il n'y a que Dieu qui peut me tuer. Il n'y a pas d'autre. C'est pas elle qui peut me tuer. Si Dieu décidera aujourd'hui que je vais mourir, je vais mourir. C'est pas elle qui peut décider. Moi, je continue à vivre. Je continue à faire ce que j'ai fait avant. Il faut qu'on soit solidaire, on soit resté unis. Solidaires, unis, des messages que Lansana veut faire passer aux plus jeunes. Aujourd'hui employé à la mairie de Paris, il rêve de devenir éducateur. Dans la vitrine de son magasin à Latakié, sur la côte syrienne, Hibab a remplacé les bouteilles de l'alcool traditionnel arak par de la vodka et s'est mis, comme les autres commerçants, à apprendre la langue de Pouchkine pour accueillir les soldats russes. Suivez. Magasin d'alcool de Latakié, en Syrie, Ihab remplace l'arak traditionnel par des bouteilles de vodka.
Plusieurs milliers de soldats russes se sont installés sur une base aérienne voisine pour soutenir militairement le régime de Damas. Une aubaine économique pour les commerçants de la région. Les ventes d'Ihab ont augmenté de 20%. Avant, il y avait une demande de whisky et d'arak, car ce sont les boissons que les Syriens aiment. Mais depuis l'arrivée des Russes en Syrie, il y a une demande croissante de vodka. Donc moi, j'en ai installé sur mes étagères. Depuis 2011, le conflit a ruiné l'économie syrienne et l'arrivée des Russes donne un petit bol d'air à la région. Dans son surplus militaire, Mohamed a installé un drapeau russe. Il a vu ses ventes exploser, mais la communication avec les soldats reste un peu chaotique. Mes ventes ont augmenté de 70%. Tous les Russes qui sont venus ici ont acheté en grande quantité. Communiquer avec eux était un peu dur. Parfois, ils venaient avec une traductrice, parfois non. J'ai pu communiquer avec eux grâce à de petits mots comme « Privyet », « bonjour » ou « drog », « ami ». Le conflit syrien a fait plus de 250 000 morts en 5 ans. Et la Russie a maintenu son soutien indéfectible, engageant une campagne de frappes aériennes contre les groupes rebelles qui menacent le régime. Au café Moscou, les clients russes peuvent même désormais consommer sans rien payer. J'ai appelé mon café Moscou depuis que les Russes ont posé leur veto à l'ONU. J'étais reconnaissant envers la Russie pour sa position internationale. Quand sa position est devenue un engagement militaire, j'ai voulu rendre la faveur. Quand des soldats russes viennent, je ne leur demande pas d'argent. Ce sont des gens qui ont quitté leur pays et qui sont là pour nous défendre. Dans ce fief du président syrien Bachar al-Assad, les symboles russes se sont immiscés partout, jusque sur les briquets des fumeurs. Et parler la langue de Pouchkine est devenu un atout majeur sur un marché du travail dévasté. La France a lancé les commémorations des attentats qui ont meurtri Paris en 2015 et exposé la vulnérabilité du pays à la menace terroriste, ce par un hommage aux victimes des attaques djihadistes de janvier contre Charlie Hebdo, des policiers et des juifs. Suivez. Le 7 janvier 2015, Saïd et Chérif Kouachi, deux frères de nationalité française connus pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale, pénètrent dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à Paris. Ils exécutent 11 personnes assistant à la conférence de rédaction, dont des caricaturistes connus, puis un policier en prenant la fuite. Leur traque dure 2 jours. Ils sont finalement tués lors d'un assaut contre une imprimerie où ils se sont retranchés à environ 40 km au nord-est de Paris. Entre-temps, le 8 janvier, un troisième homme, Amédi Koulibaly, en contact avec les frères Kouachi, tue une policière municipale à Montrouge. Il prend aussi la fuite et le lendemain tue 4 hommes dans un supermarché juif de l'Est parisien où il se retranche avec des otages. Il meurt dans l'assaut donné par les forces de l'ordre. Les tueurs se revendiquent tour à tour d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. 10 mois plus tard, Paris est de nouveau frappé par des attentats djihadistes. Le 13 novembre 2015, des attaques quasi simultanées au Stade de France à Saint-Denis et en plein cœur de la capitale font 130 morts. Elles sont revendiquées par l'État islamique. 9 assaillants meurent lors de ces attentats suicides et dans l'assaut mené 5 jours plus tard par la police contre un appartement de Saint-Denis. C'est la fin de cette édition d'information et merci de l'avoir suivi.